investissements absolument gigantesques, en particulier provenant de la Chine, pour développer d'immenses plateformes pétrolières dans le Grand Nord, au nord de la Russie. Un autre exemple qui me semble assez frappant du fait qu'on est en train de vivre encore finalement un développement qui fondamentalement repose sur le fossile, c'est que l'été dernier, donc en août 2017, un événement absolument crucial dans l'histoire de la globalisation a eu lieu. C'est la première fois qu'un bateau commercial passe par la route du Nord, en fait, par le nord de la Sibérie pour rejoindre l'Asie, de l'Europe à l'Asie, sans passer par le canal de Suez, mais passant par le Grand Nord. Et c'est évidemment dû au réchauffement climatique, que cette route est exploitable sans brise-glace. Ce bateau s'appelait... Vous savez comment il s'appelait? Santa Maria. Non, le Christophe de Margerie. Alors, Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total qui est mort dans un crash aérien en Russie. Pourquoi? Parce que c'est un navire méthanier, donc un navire qui transporte des millions de mètres cubes de méthane sous forme liquide et qui, en fait, va permettre le développement économique sans doute majeur du nord de la Russie. Donc, c'est quelques exemples d'additions énergétiques récentes en termes d'énergie fossile. Alors, ça montre premièrement qu'évidemment, on n'est pas du tout sorti des fossiles, que depuis, en gros, 30 ans qu'on parle de changement climatique et de transition énergétique, le mix énergétique au niveau global, en gros, on était à 88% de fossiles dans les années 80, on est à 87% maintenant. C'est-à-dire c'est parfaitement stable. Et puis, deuxièmement, je trouve que ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que dans ces affaires de changement climatique et de transition énergétique, il faut bien voir qu'il n'y a pas une planète, il n'y a pas une humanité communément responsable et communément impactée par ce changement climatique, mais on a très profondément vraiment des inégalités, des gagnants et des perdants. Et la Russie fait partie évidemment des gagnants du changement climatique, puisque le changement climatique lui permet de mettre en valeur de prodigieuses ressources naturelles qui font que d'ailleurs aggraver le problème. Donc ces exemples montrent bien qu'on est encore finalement à plein dans les énergies fossiles, et surtout il ne faut pas espérer que le pic du pétrole nous sauve de l'affaire. C'est-à-dire il y aurait un discours qui vient souvent des décroissants, qui est de dire, bon, dans tous les cas, on va aboutir à des limites naturelles. On n'a pas assez de pétrole pour continuer le développement économique tel qu'on le connaît. C'est sans doute vrai à long terme, mais à moyen terme, qui est celui qui nous intéresse pour les affaires de changement climatique, c'est faux. On se rend compte qu'il y a encore tout plein de cochonneries à brûler et qu'on a des réserves prouvées absolument considérables de pétrole qui restent sous nos pieds. Un chiffre, oui. Vas-y. Non, Julien. Non, je me demandais s'il y avait eu des exemples quand même de moments où il y a eu une bascule énergétique majeure, oui. Et qui sont des exemples peut-être surprenants. Oui, tout à fait. Je finis sur ce point, mais en gros, pour pas dépasser 2 degrés les fameux 2 degrés en 2100, les plus de degrés en 2100, il faudrait laisser sous nos pieds les 3/4 des réserves prouvées de pétrole, de gaz, de charbon. Donc, si vous voulez, le problème fondamental, c'est pas un problème qu'on n'a pas assez d'énergie, pas assez de ressources fossiles, et que ça va aboutir au pic. Ça, c'était vraiment la grande crainte des écologistes dans les années 70. On se rend compte qu'avec la question du changement climatique, finalement, le mur climatique arrive beaucoup plus tôt que le mur de la ressource. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique, et effectivement, Julien a bien raison de souligner le fait qu'il y a eu dans l'histoire des transitions énergétiques brutales et rapides, mais malheureusement, c'est pas beau à voir. Si on veut prendre des exemples concrets, le moment de très forte décrue d'émissions de CO2, c'est des moments de crise économique majeure. La crise de 29, c'est un moment où, au niveau global, les émissions de CO2 baissent très fortement. La Seconde Guerre mondiale, pour les pays vaincus, par exemple l'Allemagne, en 1945 concrètement, elle fait une magnifique transition énergétique. Mais bon. Et on a 2 exemples plus récents qui sont plus intéressants. C'est le cas de Cuba et de la Corée du Nord. 2 pays très différents. Sous régime communiste, mais très différent quand même, qui se retrouvent confrontés à la même difficulté, à savoir qu'en 1992, ils sont privés d'un pétrole très bon marché que l'Union soviétique leur fournissait pour s'assurer évidemment de leur influence géopolitique. Et ces 2 pays font des choix très différents. Alors, le cas le plus dramatique, c'est le cas de la Corée du Nord,
puisqu'elle avait une agriculture très intensive en intrants, en engrais, en pesticides qui sont très énergivores. Et puis, ils ont fait, je crois, le gouvernement nord-coréen a fait le choix d'approvisionner son système militaro-industriel en énergie. Et ça a produit un désastre, enfin une famine considérable. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes, mais on estime que c'est entre 5 et 10% de la population nord-coréenne qui y est passée en une dizaine d'années. Donc vraiment une véritable catastrophe démographique. L'autre exemple est un peu plus rassérénant, mais pas non plus très rassurant, c'est l'exemple de Cuba. Cuba, donc même problème, hein, ils profitaient d'un pétrole bon marché venant du non-soviétique. Et en 1992, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la période spéciale. Donc une période de crise économique profonde, de véritable souffrance aussi hein, pour les Cubains. On estime que les Cubains, du fait de ce changement économique majeur, d'être privés de pétrole, bon marché, enfin en tout cas avoir beaucoup moins de pétrole, ont perdu en moyenne 5 kilos par individu, donc ça se voit dans le corps des Cubains. Hein. Alors les émissions de CO2 ont baissé, si je me souviens bien, de 60%, donc c'est pas mal, mais c'est moins que ce qu'il faudrait faire. Nous, pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, il faudrait réduire de 80% nos émissions de CO2 dans les pays riches en général, en France en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de massif qu'il faut faire. Donc à Cuba, on a fait moins, on a beaucoup maigri. Il y avait un aspect positif, c'est que les maladies cardiovasculaires ont fortement baissé. Il y a tout plein d'épidémiologistes qui étudient le cas de Cuba pour voir ce que ça fait concrètement une transition énergétique en termes de santé publique. Parce que les Cubains ont beaucoup plus marché, fait du vélo. Enfin, ils ont dû profondément transformer leur économie. Donc cette période spéciale, elle s'est clôt à partir du moment où Cuba a reçu le soutien du Venezuela et un pétrole bon marché, très mal raffiné d'ailleurs, ce qui a posé tout un problème environnementaux, pardon. Et donc, disons qu'ils sont sortis de cette période spéciale à la fin début des années 2000. Donc, vraiment se méfier de ce concept de transition énergétique. C'est un peu ça le sens de cette introduction, d'accord ? C'est-à-dire ce concept très unanimiste, je veux dire, qui est contre une transition écologique ? Le ministère actuel s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Tout le monde est pour, c'est très très gentil, c'est un côté un peu bisounours, mais il faut bien voir concrètement ce que ça veut dire une vraie transition énergétique. Il faut bien voir que ce qu'on espère de nos voeux ce qu'on espère arriver n'a jamais eu lieu hein, dans l'histoire. On ne peut pas se référer à un exemple du passé pour dire voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, et que c'est quelque chose de très, très profond. Alors pourquoi il faut aussi se méfier de ce mot de transition énergétique ? Ça, c'est un point un peu plus spécifique, c'est de voir d'où vient cette expression. En tant qu'historien, moi, j'aime bien voir d'où proviennent les concepts qui sont dans l'air et qui circulent et qui semblent soudain emporter l'adhésion générale. Alors, les premières occurrences de l'expression transition énergétique, c'est en anglais, donc Energy Transition, c'est en anglais, c'est dans les années 70, en 73 exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça remplace un autre mot, une autre expression qui est beaucoup plus problématique, qui était celle de crise énergétique. Energy crisis, ou alors de gap énergétique, energy gap. C'était deux mots qui étaient très employés dans les années après 72-73, après le choc pétrolier, et puis la réalisation que les États-Unis avaient passé leur pic de pétrole conventionnel. Faut se remettre un peu dans ces années-là, donc de 73-74, sous la présidence Jimmy Carter, où il y a une véritable angoisse liée à l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Jimmy Carter, donc le président des États-Unis, fait plusieurs discours à la nation, vous savez, ces grands discours solennels à la Maison-Blanche, sur le thème de la transition énergétique. Si je me souviens bien, il y a un discours très célèbre qui s'appelle le discours du malaise, de malaise speech, un discours hyper déprimant, très surprenant de voir que le président américain vraiment fait un discours autant tue l'amour, je crois que c'est en 1973, où il explique que voilà, on ne peut pas continuer comme ça, que l'identité américaine a été complètement pervertie par le consumérisme, que maintenant les Américains sont définis par ce qu'ils possèdent et non plus par ce qu'ils sont et par des valeurs chrétiennes et puritaines de travail, etc. Donc un discours vraiment qui fait très culpabilisateur vis-à-vis des Américains. Il explique que les Américains devront sans doute abandonner la voiture individuelle, reprendre l'autobus et le transport collectif. Donc un discours très très pessimiste sur le devenir économique. Donc on est vraiment dans une ambiance quasiment, pas apocalyptique, ce serait trop fort, mais en tout cas vraiment assez déprimée, on va dire, aux États-Unis. Et ce discours de la transition énergétique émerge au départ contre cette crainte, contre cette peur, contre cette très forte anxiété qui est liée à vraiment une carence énergétique. Et le discours de la transition énergétique, c'est dire on a des solutions. Ne vous faites pas de soucis, il y a des solutions technologiques, des solutions économiques, on va gérer ça. C'est pour rendre finalement gérable et transformer ce problème de la crise énergétique, qui est un problème existentiel pour les économies développées,
en un simple problème de management du développement économique, quoi, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, la transition énergétique, donc dans les premiers textes qui sont d'ailleurs issus du ministère de l'énergie américain, de la commission trilatérale, c'est une organisation qui regroupe l'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon, le secrétariat suédois sur le futur, qui sont très forts dans ces aspects prospection de long terme. Et donc ces institutions qui sont tout sauf écolos, qui sont plutôt des fers de lance, si vous voulez, de l'Occident développé et industriel qui cherche à bien gérer les ressources du globe, ces institutions-là expliquent que la transition énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le nucléaire. Fondamentalement, c'est vraiment faire énormément d'investissements dans le nucléaire. À ce moment-là, il y a des rapports à la Commission européenne qui expliquent que la transition énergétique en Europe, c'est vraiment faire un basculement vers l'énergie nucléaire qui permettra de redonner une souveraineté énergétique à l'Europe, à la communauté européenne. C'est le pétrole de schiste, pétrole et gaz de schiste déjà. Et c'est un truc encore pire que ça, c'est la transformation du charbon en pétrole. Donc la liquéfaction du charbon, qui est sans doute la technologie la plus épouvantable en termes de CO2 qu'on puisse imaginer, ça consiste à prendre du charbon et à le transformer avec énormément d'énergie issue du charbon en quelque chose de liquide, en carburant liquide. C'est une technologie qui avait été développée par l'Allemagne nazie, puisqu'elle avait peur d'être coupée d'approvisionnement en pétrole. Donc c'était une technologie autarcique de guerre qui se justifiait dans ce contexte-là, qui pouvait avoir un sens dans ce contexte-là, mais qui évidemment n'a absolument aucun sens dans les années 70 en Europe occidentale ou aux États-Unis. Bon. Donc voilà ce que c'est que la transition énergétique. D'ailleurs, en fait, le fait que ça soit le nucléaire, je n'ai pas la preuve, mais c'est que energy transition, ça veut dire quelque chose en physique nucléaire, c'est un électron qui passe d'un état à un autre autour d'un atome. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est d'abord un mot de physique nucléaire. Donc il n'est pas du tout impossible que ce soit des ingénieurs pro-nucléaires, des ingénieurs de la physique de l'atome, qui introduisent finalement dans le discours courant et dans notre manière de penser les choses, ce terme de transition énergétique, qui, une fois encore, est extrêmement problématique parce que historiquement, ça renvoie à rien. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que l'histoire que je voulais vous raconter est absolument archi-déprimante et que c'est sans espoir? Alors, c'est possible que ça soit ça la morale finale, je ne sais pas. Je ne suis pas, à vrai dire, sûr de moi sur la morale de cette histoire de l'énergie. Il y a un aspect qui me semble important quand même, c'est de rappeler à quel point l'histoire n'était pas déterminée d'avance. Cette histoire d'addition énergétique que vous avez là, c'était pas donné d'avance. C'était pas évident que ce serait ça, à mon avis, le destin technologique de l'humanité.